Bonjour, mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Nous sommes le 4 décembre 2021. J'ai décidé de communiquer avec vous ma première vidéo qui va porter sur la monarchie au Canada. Voilà, je vais me présenter brièvement. Sur le plan académique, bon, j'ai un bac et une maîtrise en philosophie, un bac et une maîtrise en droit, une autre maîtrise en droit de l'Université de Georgetown sur les questions de sécurité nationale. Et je pratique le droit depuis 1992. Mais depuis les 5, 6, voire même 7 dernières années, je me consacre surtout à l'enseignement dans une université de Montréal où j'enseigne au niveau de la maîtrise. Et aussi, j'ai été membre du comité du barreau pour la revue du barreau de 2010 à 2020. J'ai fait du bénévolat, pas mal de bénévolat pour les victimes d'actes criminels. Euh, j'ai aussi travaillé pour le service correctionnel on and off, c'est-à-dire souvent en sans solde, pendant 28 années. J'ai publié quelques ouvrages dont je vais vous présenter brièvement. Five Essays on US National Security Law chez Wilson Lafleur, de même qu'un traité de droit de la sécurité nationale que je suis à mettre à jour, que j'ai aussi publié chez Wilson et Lafleur. J'ai publié de nombreux articles dans les médias, la presse, le Devoir, j'ai paru quelques fois à Radio-Canada et à LCN sur différents sujets, surtout en ce qui concerne les questions de sécurité nationale, dont l'espionnage et l'écoute électronique. Et voilà, grosso modo, et ce que j'ai décidé d'entreprendre, c'est de produire quelques vidéos que je vais produire sur YouTube à des fins d'éducation populaire. Donc, autrement dit, sans frais, bénévole, et je ne demande aucune donation. Ce que je fais, je ne le fais pas à titre d'avocat, mais à titre personnel, mais aussi d'enseignant libre, sans impliquer aucune institution. Donc, voilà, je pense que je vous ai communiqué l'essentiel de mon pédigré. J'ai oublié, j'ai fait une scolarité de doctorat en philosophie à l'Université Laval. Ça fait déjà quelques années de cela, mais je n'ai pas produit ma thèse pour la simple et bonne raison que j'envisageais de changer de sujet. Donc, j'ai traité à l'époque d'Henri Bergson, et en réalité, c'est les questions de physique théorique et les relations entre Bergson et Einstein qui m'intéressaient. Donc, j'ai comme abandonné le projet, mais j'ai fait ma scolarité de doctorat au complet que j'ai réussi. Comme avocat, depuis 1992, j'ai plaidé à la Cour supérieure, à la Cour d'appel et à la Cour du Québec. Voilà. Je suis aussi un double médaillé du gouverneur général pour mon service pour le service correctionnel et pour les victimes d'actes criminels. Voilà. Maintenant, pourquoi faire une vidéo sur la monarchie au Canada? Je vous ferai remarquer qu'il va y avoir d'autres vidéos, dont une sur la pandémie, une autre possiblement sur les paramètres politiques au Canada. Donc, je reviens à mon sujet, à savoir la monarchie au Canada. Il faut dire que il y a vraiment maintenant un intérêt réel pour la question. On sait que notre souveraine a 95 ans, qu'elle a des problèmes de santé et qu'Élisabeth II, malheureusement, c'est le sort de la vie humaine, elle va décéder, elle va devoir être remplacée. On sait qu'au Canada, on a vécu une situation particulière avec la gouverneure générale Julie Payette, qui est la représentante de la reine au Canada, conformément à la loi constitutionnelle de 1867.
et qu'elle a quitté dans des circonstances troubles, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a démissionné. Et ce qui est intéressant dans ce dossier, dans le dossier de Mme Payette, c'est que le sort aurait pu être, son sort aurait pu être complètement différent. À savoir que le premier ministre Trudeau aurait pu être congédié par la gouverneure générale. En d'autres termes, il aurait pu y avoir un rapport de force réel entre eux. Et je prends pour exemple un ouvrage qui relate la situation vécue en Australie en novembre de 1975. Et là, c'est un ouvrage que je vous recommande très fortement. Ça s'intitule The Dismissal de Paul Kelly et Troy Bramston. C'est un ouvrage qui raconte de façon absolument magistrale, documentée. Moi, j'ai écouté, ça a été pour moi une passion de lire cet ouvrage. Ça a été, écoutez, un révélateur de ce qu'est la monarchie, de l'importance de la monarchie, qui n'est pas simplement symbolique ou représentative, mais qui est vraiment le socle du Canada, le socle de notre Constitution, le socle du pays, véritablement. Ce que ça raconte, en gros, c'est que le gouverneur général Sir John Kerr a congédié le premier ministre Whitham, a déclenché des élections et il a été remplacé par Malcolm Fraser. Et tout ça, ça a été fait pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de motifs dans lesquels je n'entrerai pas, mais tout simplement pour vous dire que Julie Payette aurait pu congédier le premier ministre. Évidemment, le premier ministre a agi de façon différente. Il a déclenché une enquête sur l'administration de son bureau. Et évidemment, on connaît la suite. Le problème, c'est que le scénario aurait pu être tout à fait différent, voire même à l'inverse. À savoir que Julie Payette aurait pu, en quelque sorte, congédier le premier ministre, comme Sir John Kerr a fait avec le gouvernement Whitham en Australie, et déclencher des élections, ce qui a permis à Fraser de prendre le pouvoir. Autrement dit, il a congédié un premier ministre de gauche pour le remplacer par un premier ministre conservateur. Donc, il faut comprendre que dans le contexte actuel de ce que nous venons de vivre avec la gouverneure générale Julie Payette qui a décidé humblement de démissionner, eh bien, on aurait pu vivre un scénario tout à fait à l'opposé et se retrouver en élection suite à une crise constitutionnelle où la gouverneure générale aurait pu carrément agir en premier. Et là, à ce moment-là, quelle aurait été la réaction de Buckingham Palace? Eh bien, dans le dossier australien, on attend toujours la réaction de Buckingham Palace. En fait, ça a été un silence de mort, si vous voulez. Buckingham Palace n'a pas vraiment réagi. Ce que l'on sait, c'est que finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais il y a vraiment eu ce qu'on pourrait appeler une crise constitutionnelle. Au Canada, on a vécu aussi une autre raison pour laquelle la monarchie représente un intérêt certain, c'est que suite au décès éventuel de la souveraine, eh bien, le Buckingham Palace a introduit une série de consultations sur la succession au trône. Et ces consultations sur la succession au trône ont provoqué de vives réactions chez certaines personnes du milieu académique, entre autres, ma professeure Geneviève Motard de l'Université Laval, qui a dit, enfin, qui a introduit une requête, une procédure pour contester finalement le droit de Buckingham Palace et du gouvernement général du Canada et évidemment de ceux qui défendent la monarchie, à savoir le droit de Buckingham Palace de consulter le Canada sur la question de la succession au trône. Le dossier s'est rendu en cour supérieure, elle a perdu. Le dossier s'est rendu ensuite en cour d'appel, elle a perdu. La Cour suprême a refusé de se prononcer sur la question. Donc, clairement, il existe un lien très solide et très fort entre la monarchie et notre gouvernement, et ce n'est pas une fiction, même si on dit qu'en fait, la prétention de la professeure Geneviève Motard, c'était de dire que, disons grosso modo, là, que suite au Canada Act, à l'acte du Canada, pour dire en français, adopté par le Parlement de Westminster,
Le Canada était devenu un pays indépendant. En d'autres termes, on n'avait pas à être consulté par Buckingham Palace sur cette question. Là, quand je parle le palais de Buckingham Palace, je parle aussi du palais de Westminster, à savoir le gouvernement britannique en quelque sorte, hein, qui agit en quelque sorte en symbiose pour évidemment savoir qui va succéder. Il semblerait y avoir une certaine, je vous dirais poliment, une certaine ambiguïté entre qui va succéder à notre souveraine, Charles ou William. Bon, en tout cas, je n'entrerai pas dans le fond de ce débat-là. Tout simplement pour vous dire que affirmer que la monarchie est purement une institution symbolique, représentative de l'État, etc., et que finalement, il n'y a pas vraiment de pouvoir qui se rattache à la monarchie, ben c'est complètement faux. C'est l'essence même du pouvoir exécutif au Canada. Et il pourrait y arriver que la nouvelle gouverneure, Mme Simons, la très honorable Mme Simon, refuse, par exemple, d'apposer sa sanction royale à un projet de loi. Bon, ça pourrait arriver. Comme c'est arrivé dans l'histoire britannique qu'un souverain ait congédié un ministre du gouvernement. Bon, c'est rare, mais c'est arrivé. Donc, et là-dessus, je pourrais vous donner des références. Bon. À part cela, l'intérêt de la question de la monarchie, oui, effectivement, c'est important. Il existe une loi fédérale sur le serment qui fait en sorte que les officiels du pouvoir exécutif, les ministres, voire même les sous-ministres dans certains cas, les différents représentants d'agences ou départements doivent prêter serment à la souveraine. Et ce qui comprend les policiers de la gendarmerie royale, les officiers des forces armées, les juges, c'est quand même pas rien, là, hein, n'est-ce pas? Même les juges, à l'extérieur du pouvoir exécutif, doivent prêter serment à la souveraine. Et ça montre à quel point les fonctions de l'exécutif, toutes les fonctions de l'exécutif sont en quelque sorte assujetties à un serment d'office à la couronne. Et évidemment, c'est la couronne britannique qui devient, par l'effet des lois de Westminster, la couronne canadienne, mais qui est quand même assujettie à la couronne britannique. Donc, lorsqu'on parle de la monarchie canadienne, en réalité, on parle de la monarchie britannique au Canada, c'est-à-dire de son extension au Canada par le biais des lois de Westminster. Les lois sur lesquelles on va revenir, parce qu'on va faire en quelque sorte un timeline, une chronologie de notre histoire constitutionnelle dans quelques minutes. Là. Je suis certaines notes, évidemment, c'est pour éviter de me perdre. Aussi, faut pas nier non plus le rôle de la monarchie dans la création des paradis fiscaux à l'échelle planétaire. Bon nombre de paradis fiscaux font partie du Commonwealth. Et c'est vraiment, on peut dire d'une certaine manière, le Commonwealth, qui est le résidu de l'ancien empire britannique suite à l'indépendance de l'Irlande, de l'Inde, du Pakistan. En fait, un fractionnement qui a commencé avec l'indépendance des États-Unis, mais qui s'est étendu ensuite dans les années 30 avec l'Irlande, ensuite l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan aussi, qui était en grande partie colonisé, la Chine qui comportait des territoires, la Chine évidemment d'avant Chiang Kai-shek, et qui comportait des territoires en quelque sorte plus ou moins colonisés ou habités par des représentants, des agents d'affaires de l'Empire britannique, ce qui a donné lieu d'ailleurs à les deux guerres de l'opium sur lesquelles on pourrait revenir éventuellement. Maintenant, je vais aborder de façon, je vous dirais, pour souligner le continuum de la monarchie à travers l'histoire, j'ai décidé de faire une chronologie en 10 points, comme les 10 doigts de la main, de l'histoire du Canada. Une chronologie facile à retenir, facile à comprendre
et qui fait en sorte que, du point de vue de l'éducation populaire, ce que je déplore souvent, c'est une méconnaissance de la part de la population, de la part des gens, de notre histoire constitutionnelle, qui est en fait une histoire à la fois intéressante et je vous dirais tragique d'une certaine manière, lorsqu'on est un Canadien français qu'on appelle désormais les Québécois. Bon, je vais donc commencer par le premier, sans trop me référer à mes notes, je vais commencer par le premier événement important dans la détermination de notre histoire, de notre évolution constitutionnelle. C'est bien sûr la bataille des plaines d'Abraham. Premier point, 1759. En septembre 1759, ça va se continuer ensuite beaucoup plus tard, en octobre, novembre. C'est une bataille historique entre la France et l'Angleterre qui va en quelque sorte mettre fin graduellement jusqu'en 1763 à la fameuse guerre de 7 ans entre la France et l'Angleterre. Vous avez deux généraux qui vont s'affronter, Montcalm et Wolfe. Les deux vont décéder à l'occasion de cette bataille qui va se continuer par l'intermédiaire des généraux Vaudreuil et Lévis jusqu'à la prise de Montréal, c'est-à-dire que les troupes britanniques vont progresser de Québec vers Montréal. Bon, il faut comprendre que tout ça va mener au fameux traité de Paris de 1763. Bon, il faut aussi comprendre, avoir avoir une perception de ce qu'était la France à cette époque-là et de ce qu'était l'Angleterre à cette époque-là. Il faut comprendre que la France de Louis XV était une France extrêmement fragile où se jouaient des intérêts que je pourrais qualifier de bizarres, où, par exemple, la Cour était, en matière d'affaires étrangères, était contrôlée par Jeanne-Antoinette Poisson, la marquise de Pompadour, qui influençait de façon extrêmement importante, voire tragique, le souverain Louis XV, qui était à ce moment-là à la tête, et évidemment c'était dans la tradition française, à la tête d'une monarchie absolutiste. C'est-à-dire qu'en France, il y avait le monarque qui détenait un pouvoir absolu. Évidemment, ça remontait avant Louis XIV, etc. Et il y avait des parlements locaux, mais le seul pouvoir des parlements locaux était de faire des remontrances au roi. En d'autres termes, le roi avait le contrôle absolu sur la France. Et il y avait un autre personnage douteux autour de Louis XV, M. de Choiseul, qui a joué un rôle extrêmement important dans la défaite française, tout comme la marquise de Pompadour, qui, de mœurs extrêmement légères, a poussé le roi dans ses extrémités de fantasmes. Je vous laisse imaginer le reste. Il avait de nombreuses... il avait évidemment son épouse, Marie-Thérèse d'Autriche, qui était parfaitement au fait de ses aventures avec Madame la marquise de Pompadour, qui elle-même lui fournissait de jeunes femmes pour le satisfaire. Donc, c'était vraiment une forme de monarchie un peu bizarre. Du côté de l'Angleterre, eh bien, c'était d'avant 1759 le règne de deux premiers ministres, le père et le fils, William Pitt, Lord of Chatham, qui a été à l'époque de George II, donc avant 1760. À partir de 1760, avec George III, William Pitt père décède, c'est son fils qui prend la relève, et lui va s'appeler tout simplement William Pitt. Il n'est pas anobli, son père a été anobli, Lord of Chatham. Les Pitt vont en quelque sorte pousser l'Angleterre à se dissocier de l'électorat du Hanovre, qui est finalement l'Allemagne. Il faut dire que la royauté, le peerage et toute l'aristocratie qui tournait autour de la monarchie anglaise à cette époque, évidemment, parlait l'allemand avant 1760. Et c'est vraiment William Pitt, le père, qui va en quelque sorte introduire l'anglais à la cour et faire en sorte que la langue anglaise devienne la langue parlée
pour le peuple anglais, donc l'allemand va céder la place et graduellement l'électorat de Hanovre va être abandonné par Georges III. Et ce qu'on reprochait beaucoup à Georges II, c'est de dépenser pour préserver finalement l'électorat allemand de Hanovre, évidemment, qui était entouré par la Saxe, la Bavière et d'autres provinces qui vont former plus tard la Confédération germanique. Mais je ne vais pas entrer dans des détails là-dessus. Donc, le premier point, 1759. Deuxième point, 1763, là, c'est vraiment la fin de la guerre de 7 ans et la France cède tout sauf la Martinique, la Guadeloupe. Et évidemment, tout ça, c'est sous l'influence de la marquise de Pompadour, n'est-ce pas, qui aime la chaleur. Elle n'en a rien à faire des terres de glace et du climat froid de la Nouvelle-France. L'autre point, l'autre date importante, une fois que la terre française conquise par l'Angleterre est maintenant soumise, l'autre année importante, c'est 1774. 1774, c'est l'acte de Québec. C'est aussi, je vous dirais, la stratégie de Georges III pour, en quelque sorte, maintenir les Français qui sont majoritaires à ce moment-là. Nous sommes majoritaires à ce moment-là, pour les maintenir dans l'écrin britannique, n'est-ce pas, en quelque sorte, pour maintenir leur fidélité, leur loyauté à la couronne britannique, pour éviter qu'ils joignent les troupes de George Washington, puisqu'au sud de la frontière, à ce moment-là, il y a pas mal d'agitation et de révolte contre Georges III. Et à ce moment-là, toute la question de la taxation dans laquelle je n'entrerai pas, mais le fameux Tea Party dont vous avez certainement entendu parler, eh bien, ici, je vous dirais, dans l'ancienne terre française devenue anglaise, ce qui est important, c'est la religion catholique. Et qui, en quelque sorte, constitue, si vous voulez, l'institution qui nous représente auprès du conquérant anglais. Et il y a aussi la question des coutumes du régime seigneurial français qu'on a importé ici et qui constitue l'essentiel de nos lois. Donc, Georges III nous, et avec l'appui du Parlement de Westminster, va nous accorder l'acte de Québec qui protège en quelque sorte nos lois, la religion catholique, le droit de pratiquer la religion catholique à la condition qu'on accepte les protestants, bien entendu, et évidemment de parler la langue française, ce qui est implicite au fait de maintenir nos us et coutumes juridiques, les coutumes empruntées des coutumes françaises, puisque là, nous sommes bien avant le Code de Napoléon. Voilà. Donc, 1774, l'acte de Québec qui nous a été accordé par Georges III et par le Palais de Westminster. Ensuite, va une autre année importante, c'est 1791. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est tout simplement que, à raison de la Révolution américaine et la déclaration d'indépendance, de 1774 et de 1789, de la Constitution américaine, eh bien, on se retrouve avec des réfugiés, en quelque sorte, des fidèles, des loyalistes, des fidèles à la couronne britannique, qui vont émigrer vers ce qu'on va appeler le Haut-Canada, alors que le Bas-Canada continue d'être habité par des Français qui sont désormais protégés par l'Acte de Québec. Donc, on va se retrouver avec deux communautés importantes qui vont former ce qu'on va appeler le Haut-Canada et le Bas-Canada. Le Haut-Canada étant formé de loyalistes anglais et le Bas-Canada étant formé de Français abandonnés par la France. N'est-ce pas, les circonstances de la bataille des Plaines d'Abraham, c'est un peu ça, on a été abandonnés, on s'attendait à voir arriver la flotte française dans le Golfe et aux abords de Québec, mais c'est la flotte britannique qui est arrivée. Bon, voilà. Donc, on se retrouve en 1791 avec deux communautés, ce qui va donner lieu à l'acte constitutionnel de 1791 qui reconnaît deux assemblées distinctes.
Évidemment, tout ça fait que ce qui va devenir le Dominion du Canada, ce qui fait partie, si vous voulez, de la Nouvelle-Angleterre, après la guerre d'indépendance américaine, ce qui en quelque sorte va créer euh, une double colonisation et qui va donner lieu à des difficultés importantes du côté du Bas-Canada. Là, on va se retrouver avec la révolte des Patriotes, l'intervention de Lord Durham qui va produire son rapport. Et en 1840, autre année importante à retenir, c'est l'acte d'union, c'est-à-dire qu'on va créer une assemblée. Au lieu d'avoir deux assemblées, on va créer une assemblée sous le contrôle, évidemment, de Londres pour écouter les réclamations des, euh, des parlementaires, en guillemets, des représentants des deux communautés. Et bien sûr, ça ne va pas fonctionner et ça va donner lieu à des problèmes là aussi très sérieux, mais on aura réussi, grâce à une répression militaire extrêmement forte suite à la révolte des Patriotes, à maintenir une stabilité. Mais il y a autant de frustration du côté du Haut-Canada que du Bas-Canada que d'avoir à vivre ensemble. Donc, le vivre ensemble est difficile. En 1865, là, et bien sûr, suite à l'influence de Louis-Joseph Papineau, des Rouges, de ceux qu'on va appeler les Canadiens, qui sont surtout concentrés dans le Bas-Canada, mais qui finissent aussi par influencer un peu le Haut-Canada, parce que dans le Haut-Canada, on se retrouve avec un mouvement républicain aussi. Ça, éventuellement, je reviendrai dans une autre vidéo là-dessus, parce qu'on a une grande méconnaissance de ce qui se passait dans le Haut-Canada à ce moment-là. C'était pas si loyaliste que ça. Les idées républicaines commençaient à brasser la soupe pas mal fort. C'est la raison pour laquelle, en 1865, autre année à retenir, le palais de Westminster adopte le Colonial Law Validity Act. C'est un document extrêmement important, ça, parce que ça fait en sorte que les lois du Canada ne peuvent pas être incompatibles avec les lois anglaises. Autrement dit, nos lois au Canada, ça doit être des photocopies des lois britanniques. Bon, à quelques nuances près, là, nos lois ne peuvent pas être repugnant. L'expression, c'est repugnant, répugné. Traduction un peu littérale, avec les lois anglaises. Autrement dit, on doit vraiment être, si vous voulez, en harmonie avec les lois anglaises. Il ne peut pas y avoir d'incompatibilité avec les lois anglaises. Et là, on arrive en 1867 avec la loi constitutionnelle de 1867, sur laquelle on va en revenir un peu plus tard, qui, elle, divise le Canada en provinces, l'Ontario, le Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Peut-être que j'en oublie une, là, mais en tout cas, peu importe. Et quant à moi, c'est une division purement administrative qui fait en sorte que finalement, chacun peut avoir son propre, si vous voulez, caseload de problèmes. Hein. Chacun aura son champ juridictionnel. Hein. L'article 91 pour le gouvernement central, le gouvernement fédéral, que la jurisprudence va élargir avec les trois grandes théories, l'urgence, la dimension nationale, période des bons gouvernements. Bon, ça va arriver plus tard, là. Mais l'article 92 qui détaille les champs de compétences des provinces. Donc, 91, les champs de compétences du gouvernement central, le gouvernement fédéral, et l'article 92, les champs de compétences des provinces. Bon. À ça, évidemment, on va rajouter différents pouvoirs, le pouvoir de la gouverneure générale, le conseil privé, etc. Je veux pas. La gouverneure générale devient le commandant en chef de nos forces armées, euh, etc. Donc, on s'aperçoit que aussi les provinces auront un lieutenant-gouverneur. Donc, on met en place une structure qui fait en sorte que le gouvernement britannique garde un bon contrôle et finalement établit au Canada un modèle très similaire au modèle britannique. Bon, par la suite, évidemment, les événements en Europe vont se corser avec la Première Guerre mondiale
Et on va se retrouver en 1931 avec le statut de Westminster. Avec le statut de Westminster, ce qu'on nous annonce, c'est que le Canada peut avoir des lois incompatibles avec les lois britanniques et le Canada prend vraiment le contrôle de ses affaires en matière d'affaires étrangères. On va voir que tout ça, c'est un peu, si vous voulez, du sophisme, parce que le Canada, sur le plan de sa jurisprudence, est lié par les décisions du comité judiciaire du Conseil privé, en fait, le Conseil privé de Londres, c'est-à-dire le tribunal anglais, la Cour anglaise. Et là, ce qu'on va appeler les Appeal Court, et ce qui va faire en sorte de nous donner l'illusion d'une indépendance, parce qu'en fait, nous sommes liés par les précédents, et pour se séparer des précédents, il faut faire du distinguishing en common law, et tout ça, c'est pas toujours possible. Donc, quand on parle qu'on peut faire des lois incompatibles avec les lois anglaises, comprenez bien qu'il faut quand même tenir compte de tout, si vous voulez, les paramètres juridiques qui ont été fixés par les tribunaux anglais, n'est-ce pas? Et voilà, le fameux comité judiciaire du Conseil privé. Et avec la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le commandement canadien va être complètement intégré au commandement britannique. Là, donc, tout ça pour ainsi dire que parler d'une indépendance du Canada, c'est un peu une illusion à ce moment-là, mais je vais revenir là-dessus. En 1947, il se produit deux événements importants. D'abord, en 1945, Winston Churchill va perdre l'élection et c'est Clément Attlee, un travailliste qui prend le pouvoir, un socialiste, un premier ministre de gauche, qui va accorder à Mackenzie King la possibilité pour nous de devenir des citoyens canadiens. Parce qu'il faut comprendre que jusqu'en 1947, même les francophones du Dominion du Canada, on était des citoyens britanniques. C'est pas rien, ça, là. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que Mackenzie King et Clément Attlee, sans l'approbation du palais de Westminster ou de George VI, vont finalement permettre plutôt à Mackenzie King de faire en sorte que les citoyens qui naissent au Canada soient définis comme des citoyens canadiens et non plus comme des citoyens britanniques. Il faut comprendre qu'il y a peu de traces de ça dans l'histoire. Mais dans la loi canadienne sur la citoyenneté, on réfère beaucoup à 1947 finalement comme la naissance de la citoyenneté canadienne. Et la même année, et ça c'est le deuxième point, l'Appeal Court d'Angleterre, dans un dossier de la Cour suprême du Canada qui va aboutir devant la Cour d'appel d'Angleterre à ce moment-là, eh bien, on va reconnaître à la Cour suprême du Canada son pouvoir finalement décisionnel et sans appel en matière civile et en matière criminelle. Autrement dit, la Cour suprême du Canada devient le tribunal de dernière instance pour le Canada. Par conséquent, la Cour d'appel d'Angleterre, l'Appeal Court, ne recevra plus les appels du Canada. Il faut dire qu'à cet égard, ça c'est une petite précision technique, depuis 1933, ça a été le dernier appel en matière pénale et en 1949, ce sera le dernier appel en matière civile. Et c'est en 1949 que la loi de la Cour suprême du Canada va être amendée pour devenir finalement le tribunal de dernière instance pour toutes les causes au Canada. Évidemment, on parle ici en matière civile, matière criminelle. Ce qui est intéressant, c'est que la décision de l'Appeal Court d'Angleterre ne dit pas en matière constitutionnelle ou de droit public constitutionnel.
Là-dessus, il y a un silence. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai prétendu et je continue de prétendre que pour des grandes questions constitutionnelles, l'Appeal Court pourrait, autrement dit, le comité judiciaire du Conseil privé, pourrait recevoir un appel d'une décision de la Cour suprême du Canada. Mais ça, c'est un autre dossier. OK. En 1982, le Parlement de Westminster, le Palais de Westminster, adopte le Canada Act qui nous donne en quelque sorte une charte canadienne des droits et libertés et aussi une formule d'amendement, grosso modo. Bon, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais ce qu'on ne retrouve pas dans ce document de 1982, c'est ceci, à savoir une déclaration d'indépendance du Canada. Et là, nous sommes en avril 1982, lorsque Jean Chrétien, Pierre-Éliott Trudeau et la souveraine signent le Canada Act. Et là, dans la proclamation royale, eh bien, dans la proclamation royale signée par la reine, on retrouve l'idée d'indépendance du Canada. Mais le thème de l'indépendance du Canada n'a jamais été discuté à Westminster, n'est-ce pas? Et le Canada Act a été adopté en mars 82. Et il n'y a pas eu de débat sur la question de l'indépendance du Canada à Westminster. La raison pour laquelle il n'y en a pas eu, je pense, c'est mon interprétation, qu'à ce moment-là, c'était Margaret Thatcher, une conservatrice pro-Churchill, évidemment, qui était très attachée à l'Empire britannique et au Commonwealth. L'Empire britannique dissous d'une certaine manière, qui devient le Commonwealth. Évidemment, l'indépendance du Canada ou de transformer le Canada en république ou en monarchie indépendante où on aurait notre propre roi, ce qui n'a jamais été à l'agenda politique d'ailleurs. Évidemment, tout ça n'était pas dans, si vous voulez, à l'agenda de Mme Thatcher. Donc, on peut comprendre que les relations avec la souveraineté de Mme Thatcher n'étaient pas nécessairement au beau fixe. Voilà. Donc, on se retrouve en 1982. Donc, je viens de faire avec vous, si vous voulez, un court exercice sur notre histoire constitutionnelle prenant la forme d'une chronologie, pour prendre un timeline, et pour bien saisir finalement ce qu'est le Canada, ce qui est devenu le Canada et ce qu'il n'est pas devenu. Il n'est toujours pas un pays indépendant au sens où on l'entend lorsqu'on pense à d'anciens territoires qui faisaient partie de l'Empire britannique. On pense à l'Irlande qui a obtenu une reconnaissance par le Parlement de Westminster de son indépendance, l'Inde, le Pakistan. Dans le cas des États-Unis aussi, ça s'est fait. Donc, nous, au Canada, cette idée de l'indépendance du Canada, là, je ne parle pas de l'indépendance du Québec, on est bien loin de ça. L'indépendance du Canada, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une autonomie relative pour faire ses lois, mais le Canada, demain matin, ne peut pas s'aligner contre l'Angleterre, contre le Royaume-Uni. Impossible. Parce que la chef de l'État, c'est la souveraine. Vous comprenez? D'un point de vue géopolitique. Je sais très bien qu'en pratique, on fait partie de NORAD, ce sont les Américains qui vont nous défendre. Mais il faut comprendre qu'il y a une union très particulière entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Et surtout avec l'Angleterre. La langue anglaise, la culture anglaise, tout ça, fait en sorte qu'on est pris ici au Québec dans un écrin un alcôve, si vous voulez, un territoire, comment dire, nous sommes comme encerclés. Bon. Voilà. Parmi les dispositions importantes de la loi de 1867, avant d'aborder cette question, je vais simplement récapituler. 1759, les plans d'Abraham. 1763, le traité de Paris, le premier traité de Paris, parce qu'il va y en avoir un deuxième en 1783.
Ensuite, vous avez 1774, l'Acte de Québec, 1791, la loi constitutionnelle de 1791, l'Acte d'Union de 1840, 1865, le Colonial Validity Act, 1867, la loi constitutionnelle qui va créer le Dominion du Canada, 1931, le statut de Westminster, 1947, la question de la citoyenneté, la décision de la Cour, de l'Appeal Court d'Angleterre au sujet de la juridiction, si vous voulez, de la Cour suprême du Canada en matière civile et criminelle, qui va décider finalement qu'elle est le tribunal de dernière instance. Et 1982, le Canada Act. Maintenant, 1867, j'y reviens. L'article 9 de 1867 dit que la souveraine est la reine du Canada, donc Élisabeth II. L'article 10 reconnaît que la gouverneure générale est sa représentante. Et à l'article 11, on va retrouver cette idée du conseil privé de Sa Majesté, c'est-à-dire des conseillers non élus qui conseillent le pouvoir exécutif, qui donnent des avis sur différentes questions. Ce sont des non-élus. Je vous ferai remarquer que la fonction de premier ministre existe en vertu d'une convention constitutionnelle, n'est-ce pas, tout comme les députés d'ailleurs. Donc, les conventions constitutionnelles au Canada occupent une place extrêmement importante. Ensuite, vous allez avoir l'article 12 qui prévoit que les provinces ont leurs propres représentants de la reine, je pense au lieutenant-gouverneur, qui appose évidemment, appose la sanction royale pour les lois de la province, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez l'article 15 qui fait de la gouverneure générale le commandant en chef de nos forces armées. Bon. Voilà, je pense que, grosso modo, j'ai couvert, je vous dirais, l'essentiel de la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. J'ajouterai quelques commentaires. D'abord, la question de l'oligarchie et des conventions constitutionnelles et le bureau du premier ministre. Bon, le bureau du premier ministre est créé en vertu d'une convention constitutionnelle. Et le pouvoir de la monarque, de la souveraine, coule en quelque sorte vers la gouverneure générale, puis vers le bureau du premier ministre, ce qui fait en sorte que le premier ministre a énormément de pouvoir. Énormément de pouvoir, mais en même temps, il faut comprendre que dans la tradition monarchique britannique, il y a une dualité entre le Parlement et le monarque, lorsque c'est un homme, ou la souveraine, lorsque c'est une femme. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Parlement en Angleterre, depuis le Moyen Âge, depuis la Grande Charte de 1215, la dynastie des Plantagenets, hein, qui va être succédée par les Tudors, ensuite les Stuarts, ensuite les Hanovriens, la dynastie des Hanovres, ensuite Saxe-Cobourg, Gotha, ensuite les Windsor. Donc vous avez 5 dynasties. Donc si on remonte à la Grande Charte 1215, eh bien, à ce moment-là, se crée un Parlement avec un véritable pouvoir décisionnel. Et le monarque doit composer avec des représentants qui ont un certain pouvoir. En d'autres termes, ces décisions peuvent faire l'objet d'examen par un Parlement élu, entre guillemets, mais qui est composé des freeholders, c'est-à-dire généralement des propriétaires ou des gens relativement riches, ou encore de barons, c'est-à-dire que dans la perspective médiévale, il faut comprendre que le roi est en quelque sorte un chef de guerre qui a réussi à imposer son autorité sur un territoire, et que comme chef de guerre, il a autour de lui des lieutenants
qui l'ont aidé à mener la bataille et qu'il va récompenser par ce qu'on va appeler un peerage, à qui il va octroyer des titres. Le titre de Baron en Angleterre, des Barons, et ce sont ces Barons qui vont composer les premiers parlements, c'est-à-dire l'essence, si vous voulez, d'une assemblée constituante, hein, les lieutenants des chefs de guerre du roi. Donc, vraiment, le droit repose sur la force, là, si vous voulez. Là. Voilà. Donc, cette institution parlementaire, contrairement à ce qui se passe en France, où le roi ne partage pas le pouvoir. En Angleterre, il y a vraiment un partage du pouvoir. Et ça fait en sorte que, même ici au Canada, on va se retrouver avec un conseil privé. Le conseil privé, c'est un peu, si vous voulez, d'une certaine manière, l'héritage du peerage anglais, c'est-à-dire des gens qui ont des titres, en plus de la Chambre des Lords, ce qu'on nous on va appeler ici le Sénat. Eh bien, il faut comprendre que les gens du conseil privé, ce sont des gens proches du pouvoir et qui influencent le premier ministre. Et la Chambre des communes va être était composée à l'origine en Angleterre de ces barons, de ces lieutenants du chef de guerre. Au Canada, bien entendu, avec l'évolution constitutionnelle, on va parler simplement des sujets de Sa Majesté. N'importe quel sujet qui peut être très pauvre peut devenir député. Mais à cette époque-là, en Angleterre, il fallait être un propriétaire, avoir une certaine richesse pour pouvoir accéder à l'influence politique ou à la limite faire partie de l'aristocratie. Donc, grosso modo, là, pour éviter de la confusion, là, je vous dirais, on va prendre le modèle anglais, vous avez le roi qui s'entoure d'une aristocratie qui va devenir des barons. Ces barons vont devenir des conseillers et pourraient former avec les grands propriétaires les premières assemblées, les premières, si vous voulez, les premiers parlements anglais. Nous, ici au Canada, évidemment, on arrive beaucoup plus tard, mais on a toute la tradition britannique derrière qui fait en sorte que, à l'origine du Canada, du Dominion du Canada, finalement, les gens qui sont à la Chambre des communes, les gens qui vont être au Sénat, vont être des gens finalement relativement fortunés qui vont avoir une certaine influence sur l'ensemble de la société. Copier un peu sur le modèle anglais, mais sorti du Moyen Âge, parce qu'avec les années, bien entendu, et il faut comprendre aussi qu'il va y avoir la rupture avec l'Église catholique, avec Henri VIII. Pendant longtemps en Angleterre, les catholiques n'auront pas accès aux fonctions publiques. Mais il va y avoir évidemment la crise des Stuarts, l'influence de l'Écosse, qui va faire en sorte que les Anglais vont adopter ce qu'on va appeler les Toleration Act, qui font faire en sorte que les puritains, les catholiques, tous ceux qui sont dissidents de l'Église anglicane vont avoir accès au Parlement. Mais encore là, le critère va être pendant des décennies d'être en quelque sorte un propriétaire, d'avoir une certaine richesse pour pouvoir siéger au Parlement. Bon, mais là, je fais de l'histoire, donc ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo parce que c'est relativement, je vous dirais pas compliqué, mais surprenant quand on voit ça avec les yeux d'aujourd'hui, où on essaie d'être le plus démocratique possible, mais on s'aperçoit qu'à une certaine époque, c'était pas du tout le cas, et que l'accès aux politiques était déterminé beaucoup par soit le peerage, c'est-à-dire faire partie de l'aristocratie, c'est-à-dire des hommes de guerre près du souverain, ou encore par la fortune personnelle. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que la monarchie britannique a évolué vers une institution, je dis de pair avec une institution parlementaire qui a beaucoup changé et qui est devenue ce que l'on connaît aujourd'hui, à savoir que tous les sujets du royaume peuvent faire partie de l'Assemblée constituante, indépendamment de la fortune personnelle ou autre. Bon,
on sait très bien de façon très réaliste que ce n'est pas toujours, que ce n'est pas facile pour ceux et celles qui, évidemment, voudraient faire partie de, je vous dirais, d'un certain establishment politique et qui n'ont pas de fortune personnelle. Donc, voilà. Et je vais aborder, à l'occasion de d'autres vidéos, je vais aborder la question des paramètres politiques pour le Québec et le Canada et la question très sensible de la pandémie et possiblement des changements climatiques. Pour l'heure et pour aujourd'hui, ça va être tout. Et si jamais vous avez des questions, eh bien, mon adresse courriel est la suivante, claudelaf, CLAUDELAF, @hotmail.com, claudelaf@hotmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre et si vous voulez me faire parvenir un feedback, ce serait très apprécié. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente semaine et au plaisir de se revoir lors d'une prochaine vidéo. Au revoir.